La liberté d'expression, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. On nous parle en France de liberté d'expression, au moins depuis la Révolution française. Nous sommes le pays de Voltaire, des droits de l'homme et de la libre expression, chacun sait ça. Chacun sait qu'on a le droit de tout dire en France. Chacun sait qu'il n'existe pas de loi qui interdit l'expression. Et alors, on peut en parler. Si vous allez sur Internet, vous trouvez des sites entiers qui sont consacrés dessus, de droite comme de gauche. Est-ce que le micro fonctionne? Non? On va intervertir? Ou faire le tien? 1, 2, ça fonctionne? Je suis maudit aujourd'hui, je pense qu'on a... Tu as dû me jeter un sort? Alors voilà, donc maintenant que ça fonctionne, je pense donc qu'il suffit d'aller sur Internet et vous avez des gens qui en parlent très bien. Je veux dire, mon ami Jean Bricmont parle merveilleusement bien, Michel Collomb, enfin, de manière théorique, on parle de liberté d'expression. Il se trouve que cette année, j'ai beaucoup voyagé pour le prochain livre que j'écris. Je suis allé de Cuba en Iran, en passant par l'Amérique, l'Égypte, etc. Et dès que j'atterris dans un de ces pays, on me dit « Ah, mais tu viens de France, le pays de la liberté d'expression, de Voltaire. » Alors j'en dis oui, mais enfin, il y a quand même des petits soucis. Par exemple, il y a une loi qui s'appelle la loi Guesso, qui a été votée le 13 juillet 90 et qui est passée dans le journal officiel le 14 juillet 90. 14 juillet, date symbolique de la liberté, de la prise de la Bastille, fête de la Fédération, enfin, l'amitié franco-française, ou la révolte, c'est selon, mais en tout cas c'est une date symbolique. Et la loi Guesso, eh bien, elle interdit de dire un certain nombre de choses, elle interdit de contester des vérités officielles ayant trait à la Seconde Guerre mondiale. Et figurez-vous que les gens qui entravent cette loi, qui la contestent, ont un certain nombre de problèmes, et des gens qui contestent ces vérités officielles peuvent être condamnés à des sommes très lourdes, ou pire encore, être emprisonnés. Alors, quand je dis ça à l'étranger, on me regarde avec gros yeux, on me dit « Coup de nous, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, y compris sous Staline, y compris sous Hitler, dans les pires dictatures, il n'y a pas eu une loi qui légifère sur l'histoire, sur le passé. » Eh bien si, je leur dis, et c'est en France que ça se passe. Ah. Alors voilà ce que j'ai fait cette année, donc j'ai voyagé, j'ai raconté ça. Et puis je rentre de vacances, si on peut dire, au mois de juillet dernier, et j'apprends qu'il y a un jeune auteur qui s'appelle Vincent Renoir, qui est condamné à 1 an de prison ferme pour avoir écrit un opuscule de 16 pages qui s'appelle « L'Holocauste, ce que l'on vous cache ». Immédiatement, je regarde sur Internet, je regarde cet opuscule, interdit donc par la loi, bien sûr, et je regarde les questions. Est-ce que ce Vincent Renoir insulte, appelle au meurtre, je ne sais pas, à la vivisection générale du peuple juif? Est-ce qu'il appelle au génocide? Est-ce que c'est un nouvel Hitler? Et je m'aperçois que finalement, ce sont des fiches techniques, des fiches presque documentaires, des photos, des chiffres, des graphiques. Il n'y a pas vraiment de conclusion. Il y a une question, évidemment, l'Holocauste que l'on vous cache, bon, avec un point d'interrogation. Et puis, je m'aperçois que donc cette personne qui est ingénieur de formation, qui est un ancien prof de maths, qui est père de 8 enfants, est condamné à 1 an de prison ferme. Alors il se trouve que je l'avais croisé un jour, il ne m'avait pas fait de mauvaise impression, et je n'avais pas vu en lui un nouveau Dutroux ou un nouveau Hall. Je trouvais qu'il était normal. Et on n'avait pas vraiment discuté d'ailleurs, on s'était sur les quais de Seine, et on s'était dit bonjour, bonjour, au revoir. Et je me dis, tiens, je vais écrire un petit article pour dire que je trouve cela scandaleux. Puis alors avant d'écrire ce petit article, je fais bien sûr le tour du net, et je regarde, et c'est bien communiqué AFP, et je parle de cette arrestation. Puis après, communiqué AFP, il n'y a pas personne n'en parle. Puis alors je vais voir évidemment dans les sites dans lesquels je parlais, ceux qui s'attachent à la liberté d'expression, Reporters sans frontières, Human Rights Watch, Amnesty International, voilà, toute la clique. Et puis, je m'aperçois que personne n'en parle. Bon, ben, je dis, je vais faire ce petit article tout seul, dans mon coin. Je l'écris, et je dis, si les gens veulent le co-signer avec moi, eh bien, c'est bien volontiers.
Je reçois le lendemain, le surlendemain, et donc toute la semaine, des coups de fil, des mails, des gens qui me disent, tu as pété les plombs, tu es devenu totalement fou. Tu vas te griller, tu vas griller ta carrière, c'est terminé pour toi, tu n'auras plus de famille, tu n'auras plus d'enfants, tu seras quitté à l'éternel, tu ne seras plus publié. Historia, auquel je collabore, ne te demandera plus jamais d'écrire un seul article, c'est terminé pour toi. J'ai eu du mal pour ton livre d'avant, le prochain, c'est même pas la peine d'y penser. Évidemment, je suis grillé à ce point. Bon, faisons une pétition. Alors, j'ai fait une pétition, non pas pour moi évidemment, mais pour Vincent Renoir et pour l'abrogation de la loi Guesson. Et je m'aperçois que les médias n'en parlent toujours pas, mais en revanche que ça se répand sur Internet et que des gens, de plus en plus nombreux, m'écrivent pour soutenir l'abrogation de cette loi. Et beaucoup ne sont pas au courant. Il faut bien vous rendre compte que beaucoup de Français ne savent pas que cette loi existe et n'étaient pas au courant de l'incarcération de Vincent Renoir. Et je reçois le soutien inespéré, si on peut dire, de Noam Chomsky, qui m'envoie un petit mot en disant que la loi Guesson lui paraît un scandale innommable et scandaleuse, et ce soit en particulier en France, pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Et à partir de là, on reçoit en gros 2000 personnes de toutes origines, de tout pays, des gens de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, des anarchistes, des révisionnistes, des anti-révisionnistes, beaucoup de gens qui me disent, à la façon de Voltaire, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Renoir, mais il a le droit à la libre expression. Et je suis donc très surpris, finalement. Je pensais qu'on serait 30, 40, et on est 2000. Je reçois donc des soutiens du monde entier. Et puis toujours rien au niveau médiatique. Mais il va falloir attendre le mois de janvier. C'est-à-dire, j'ai lancé la pétition en août, il faudra attendre 6 mois avant qu'il y ait un communiqué AFP, parce que Bruno Gollnisch du Front National a signé cette pétition. Et là, c'est un petit coup médiatique qu'on a réussi. Et donc, grâce à Gollnisch, on en parle tout d'un coup. Et puis, je m'aperçois que sur le net, alors d'autres personnes commencent à prendre le relais, y compris des sionistes. Des sionistes, il y a un sioniste qui s'appelle Jean Robin, qui fait une pétition pour la liberté totale d'expression et qui parle de la loi Guesson. Il est contre. Et puis je m'aperçois que M. Zemmour fait une petite conférence à l'UMP et il est lui tout d'un coup aussi contre toutes les lois mémorielles. Puis je m'aperçois au mois de mars que Robert Ménard, qui a signé ma pétition, fait lui aussi sa pétition pour la liberté d'expression et il cite le cas Renoir, un révisionniste scandaleusement enfermé pour avoir été contre la loi Guesson, etc. Alors je me dis, voilà, j'ai gagné. On me disait qu'il y a un an que ça allait être un coup d'épée dans l'eau, que personne n'en parlerait, que cette pétition ne servait à rien. Je suis bien payé pour savoir que les pétitions ne servent à rien. Je ne suis pas un pétitionnaire à la Yves Montand. Je sais que c'est 0,25% du problème ou de la solution. Je sais que ça ne sert à rien. Simplement, ça alerte l'opinion. Alors je pourrais donc vous parler aujourd'hui de la liberté d'expression, mais je m'aperçois finalement que l'action que j'ai menée a servi à quelque chose, c'est-à-dire à alerter le peuple français sur les lois mémorielles, les lois dites mémorielles, et en particulier cette loi Guesson. Parce que Ménard lui-même, ancien président de Reporters sans frontières, fait une pétition sur ce thème. Et en ce moment, il est vraiment au cœur de l'actualité. Ménard, beaucoup de gens en parlent, il est au cœur de diverses polémiques. Alors je me suis dit, voilà, la liberté d'expression, on en parle, et puis finalement, c'est quoi la liberté d'expression? Ce sont en général des universitaires qui vous disent, écoutez, moi, je suis pour que vous puissiez discuter tranquillement entre vous. Ils sont dans le rôle de l'arbitre dans un match de boxe, en quelque sorte. Ils ne prennent pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. C'est des profs, quoi. C'est des gens qui vous regardent et qui disent, oui, bah alors, allez-y, discutez devant moi. Je ne conclurai pas, mais que chacun se fasse sa propre opinion, mais je ne rentre pas dans le débat, surtout, je reste objectif. Vous savez, la fameuse objectivité universitaire. Je ne me mouille pas. Et puis, ils ont bonne conscience, parce que c'est bien d'être pour la liberté d'expression. Ça fait cool, ça fait détendu, au temps d'Internet et de Wikileaks, c'est bien. Alors je me suis dit, moi, à un moment donné, je pense qu'il faut franchir ce que Marx disait, un saut qualitatif. C'est-à-dire que les pétitions, plus les pétitions, plus les pétitions, plus les pétitions, à un moment donné, il faut aller plus loin. Et qu'est-ce que c'est qu'aller plus loin que la pétition? Qu'est-ce que c'est qu'aller plus loin que de dire abstraitement, je suis contre la loi Guesson, et je suis pour la liberté d'expression de tout le monde, y compris de Florisson, y compris de Vincent Renoir? C'est leur donner la parole. Parce que M. Ménard, qui est tous les jours sur iTélé, je ne l'ai pas vu interviewer Florisson, je ne l'ai pas vu interviewer Vincent Renoir. Alors il se trouve que Vincent Renoir est sorti de prison
il y a quelques jours. Il se trouve qu'il est dans cette salle. Et donc, cette conférence sera la sienne, c'est-à-dire que je vais lui passer le micro pour qu'il vous raconte ce qu'il a vécu. Et je pense que je ne peux pas faire mieux en termes de liberté d'expression que de l'appliquer et non pas d'en parler de manière abstraite comme un vulgaire prof de fac. Donc j'appelle Vincent Renoir. Pourquoi applaudir Renoir? Parce qu'il a vécu des moments très difficiles. Et je lui passe bien volonté le micro et j'appelle bien sûr tous les journalistes de France et de Navarre à faire la même chose. Merci beaucoup, Paul-Éric. On m'entend bien, n'est-ce pas? Bon, bonjour à tous, merci d'être venus. Oui, donc j'ai été libéré de prison le 5 avril, et je suis déjà là. Donc je vais encore aggraver mon cas, mais ce n'est pas grave. Voilà, oui, vous aussi, vous êtes pris dans le bateau, maintenant c'est dans la galère, c'est terminé. Donc oui, donc je m'appelle Vincent Renoir et j'ai eu le redoutable privilège d'être le premier interné en vertu de la loi Guesso. J'ai été condamné à la peine maximum que prévoyait cette loi, 1 an de prison ferme, et j'ai fait mes 9 mois, puisque pour 1 an, il y a toujours 3 mois de remise de peine. Hein. Je n'ai bénéficié de rien d'autre comme remise de peine, mais j'ai tout effectué. Alors, tout à l'heure, Paul-Éric a dit que la prison était pire que les amendes. Je dirais, c'est pas forcément vrai, parce que non seulement j'ai été condamné à la prison, mais au terme de ce procès que l'on m'a fait, qui a permis la condamnation, je suis condamné à payer en gros 60 000 € à l'État, la LICRA, etc. Sachant que je ne pourrai jamais les payer, puisque j'ai été révoqué de mon poste de professeur en 97. Je suis un mort social, finalement. Si un jour je m'achète une voiture, on me la saisira. Si un jour je travaille, on me saisira mon salaire. Si je veux acheter une maison, on me saisira ma maison. Donc, globalement, je dirais, alors que la prison, maintenant, c'est derrière moi, enfin, jusqu'à la prochaine peine. Oui, parce que ça va recommencer. Je suis déjà sous contrôle judiciaire à l'heure actuelle. Je ne peux pas quitter la France. J'habite en Belgique, mais je ne peux pas quitter la France. Je suis obligé de pointer toutes les semaines à la gendarmerie de mon lieu de résidence et je ne dois pas donner des cours particuliers à des enfants mineurs. Bon. Quand on regarde mon contrôle judiciaire, on croit que je suis un pédophile. Mais je suis pire qu'un pédophile, à vrai dire, parce que le pédophile s'attaque au corps, alors que le révisionniste s'attaque à l'esprit. C'est beaucoup plus grave, finalement, pour la justice. Bref, bah, toujours est-il que donc, la prison, pour l'instant, c'est derrière moi, mais je vous dis, avec les amendes qu'on nous inflige, on a une mort sociale. C'est-à-dire, je suis condamné à vivre de cours particuliers que je donne aux noirs, comme ça. Et puis voilà comment je fais vivre ma famille, plus ce que j'écris, quoi. Mais, alors, il faut savoir que, donc, quand on parle de liberté d'expression, j'avoue que j'ai jamais trop cru. Et je suis bien placé maintenant pour ne plus y croire. Et je pense qu'il y a quelque chose dont il faut être assez conscient. C'est qu'il y a des gens qui quémandent la liberté d'expression. C'est-à-dire qui arrivent et puis qui disent « Oh, mais laissez-moi parler, j'ai le droit de parler, je dois avoir le droit de m'exprimer, et puis je ne suis pas comme on le dit, je ne suis pas un affreux. » Là, moi, c'est pas du tout ça. Moi, je dis « Non, je n'ai pas le droit de parler, j'ai le devoir de parler. Alors, et j'ai le devoir de violer vos textes de loi. » Ça a toujours été ma position. Et il faut savoir que la liberté d'expression, on ne nous la donnera jamais. À partir du moment où vous avez un message qui vraiment dérange, on ne vous la donnera pas. Alors il est évident que le révisionnisme historique, qui, en contestant l'existence disons le mot, en contestant l'existence des chambres à gaz homicides et de l'Holocauste, sape énormément d'idées reçues et s'attaque à la légitimité d'Israël, entre autres, mais à beaucoup d'autres choses même dans notre pays, puisque on peut dire que le système, aujourd'hui, tient beaucoup avec l'Holocauste. Je veux dire, en fait, la rhétorique du système est la suivante. En gros, c'est notre système actuel, matérialiste et athée, ou la barbarie. Donc, globalement, le révisionnisme a des prolongements, je dirais, sociologiques, géopolitiques, j'irais même jusqu'à dire moraux et religieux, assez nets. Donc, on nous laisse
laissera jamais parler. Jamais, jamais, jamais. Il est inutile de quémander le droit à la parole. Il faut prendre la parole. Et quand les flics, moi, m'interrogent, en général, me disent, mais enfin, ce tract, il viole la loi. Ben oui, bien sûr qu'il viole la loi. Vous faites des lois qui sont injustes, nous les violons de fond. Il faut les violer de fond. Et il faut savoir que, à mon avis, la loi changera lorsque la pression sociale sera très forte. Elle ne changera pas par par le simple fait de pétition. Valérie l'a bien dit, c'est 0,25%. Les lois changent quand la pression sociale se fait trop forte. Dans ma revue, j'ai étudié par exemple le cas de l'avortement en France, en fait, pour ou contre. Le problème n'est pas là. Eh bien, à partir du moment où il y a eu une telle pression sociale, c'est-à-dire un tel nombre d'avortements qui étaient soit clandestins, soit faits à l'étranger, le législateur s'est trouvé obligé de se poser la question de dire mais on va continuer. Et le cas de Bobigny, le fameux procès de Bobigny en 72 ou 73, je crois, ça a été, je dirais, la victoire de ceux qui étaient pour une loi qui permettait d'avorter. Parce que, je répète, la pression sociale était trop forte. Eh bien, pour tous ces problèmes de liberté d'expression, tant que les gens qui disent des choses qui dérangent sont ultra minoritaires et n'ont aucun relais, aucune chance. On sera écrasé tout le temps. Mais à partir du moment où ces gens qui parlent, c'est-à-dire ces têtes brûlées, je suis une tête brûlée, j'ai sacrifié ma vie. Hein, en 91, j'ai eu un diplôme d'ingénieur chimique, j'aurais pu avoir une vie tranquille. J'ai tout laissé tomber pour faire du révisionnisme. À partir du moment où ces têtes brûlées, derrière elles, ont des gens qui les soutiennent, qui les relèvent. Donc à partir du moment où l'idée va se répandre de plus en plus et que des petits feux vont s'allumer un peu partout, là, le législateur sera obligé de réviser. C'est le cas de dire, de réviser sa position. Donc, je dirais que c'est une chose, la force des mauvais vient de la faiblesse des bons. Tant que l'on n'aura pas le courage de parler haut et fort, d'être au moins une vingtaine en France, de parler haut et fort, d'allumer sans cesse des feux révisionnistes, sur tout autre problème, hein, le lobby juif pourra imposer ses lois, sans aucun problème. À partir du moment où il y aura des relais un peu partout, ça va changer. Donc, voilà pourquoi, personnellement, je n'ai jamais, je ne dis pas que c'est perdre son temps, mais pour moi, ça aurait été perdre longtemps d'étudier à fond la philosophie de la liberté d'expression. Peut-on la limiter? Faut-il la limiter? Dans quelles conditions? Est-ce que le droit international nous permet de? Est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme nous permet? J'en ai strictement rien à faire. Strictement rien à faire. Je dis voilà, les révisionnistes ont raison, j'explique en quoi ils ont raison. J'ai fait donc un petit opus, une bande de 16 pages. Au final, je dis voilà, c'est ça la vérité historique. Je le dis, parce que j'ai le devoir de le dire. C'est pas un droit que j'ai. J'ai le devoir, messieurs les juges. Et lorsque les juges me disent, mais vous allez continuer tout le temps, oui, je recommencerai demain. Condamnez-moi à la prison, je recommencerai demain. D'ailleurs, je suis sorti le 5, était le 10, je suis ici, et après je serai à Villepreux dans quelques heures, et je continuerai. Donc, il faut, en termes de liberté d'expression, ce n'est pas souvent dans des colloques théoriques que l'on fera quelque chose. C'est sur le terrain. On a un message à dire, il faut le faire passer. Malgré les lois, malgré la répression. Et il y a toujours, j'ai remarqué dans la société, suffisamment de têtes brûlées qui sont prêtes à se sacrifier, je dirais au début, pour faire passer l'idée. Et une fois que ce sacrifice est fait, la machine s'enclenche toute seule. Et je dois avouer que on me disait souvent, mais vous vous rendez compte, je suis noir, vous êtes plus utile à l'extérieur à faire votre vue qu'en prison. Si vous êtes en prison, vous serez dans votre cellule, vous ne servirez plus à rien, etc. Mais non, non. Il n'y a jamais eu autant de publicité autour de la liberté d'expression et accessoirement du révisionnisme depuis que j'ai été mis en prison. Comme quoi le sacrifice sert. Le sacrifice est toujours quelque chose de très utile. C'est un pas à franchir. Il faut accepter de tout perdre à un moment. Se dire, bon, ok, je mets tout en l'air, je me condamne moi-même. Mais c'est grâce à mon incarcération qu'il y a eu la pétition de Valérie et que ça a mis en branle plein d'autres choses qui ne font que commencer. Et la meilleure preuve qu'ils sont extrêmement gênés, c'est que, avant même donc, de sortir de prison, j'ai déjà été mis en garde à vue pour la nouvelle affaire pour laquelle je suis mise en examen. Ça a commencé en janvier dernier. J'ai été à nouveau poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité. Bien.
Et moi, je disais dans mes courriers en prison, parce que les courriers mais je ne me cachais pas, je disais, mais je suis content d'être à nouveau poursuivi. On va encore faire du bruit autour de ça. Eh bien, le 25 mars, ils ont abandonné les poursuites pour contestation de criminalité, ils ont requalifié l'infraction. Alors c'est faux, usage de faux et escroquerie. Bon. Alors c'est un truc complètement fou. Parce que bon, je ne vais pas vous parler d'affaires, non, enfin bref, ils ont réussi à trouver un billet pour dire en fait c'est une escroquerie. Parce qu'ils ne veulent absolument plus utiliser cette. Pour l'instant, ils ne veulent pas l'utiliser. Ils disent mais non, c'est se tirer dans le pied de l'utiliser. Donc c'est déjà une grande victoire. Et que là, ils auraient pu l'utiliser en disant voilà, vous avez à nouveau contesté, M. Rémoire, c'est vraiment un décrottard. Je suis, j'avoue. Et ils disent non, là, cette fois, c'est de l'escroquerie. Bon. Donc ils reculent déjà. Et je dirais que plus on le fera, plus ils seront obligés de reculer. Donc, c'est la conclusion, enfin, je ne vais pas vous m'étendre à 50 000 heures sur le sujet, hein. La conclusion, c'est ce que l'on prendra, on le prendra de haute lutte. On ne nous donnera rien. C'est nous qui prendrons ce qu'on aura. Veut-on la liberté d'expression? De la prendre. Dès le début, il faut dire les choses comme elles sont, que ça gêne, un tel ou un tel, ou que ça ne gêne pas, qu'il y ait une loi ou qu'il n'y ait pas de loi. Il faut prendre la parole, la dire, et c'est comme ça seulement qu'on fera avancer les choses. Et il ne faut pas craindre tout ce qui est prison, etc. Je vais me tester, ça se passe bien. Non mais dans cette affaire, c'est mon épouse qui est héroïque, elle a eu 8 enfants gardés. Je veux dire, c'est elle qu'il faudra faire une statue le jour où le révisionnisme triomphera. Moi, je suis même pas trop près de d'accord. On peut faire un guide de prison. Voilà, non, mais comment être bien en prison? Je veux dire, non mais moi j'ai appris à dessiner, j'ai fait une bande dessinée, machin, très bien, d'accord. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut les prendre à leur propre jeu, dire, mais on va me mettre en prison si vous continuez. Ben mettez-moi en prison. Et alors, je continuerai après. Voilà. Et bien qu'est-ce que vous pouvez dire après? On va vous prendre tout votre argent? J'ai pas d'argent, j'ai pas un centime. Vous comprenez? Voilà. Un jour, ils m'ont envoyé un commandement à payer, je me rappelle, c'était 20 000 euros. 20 000 euros à l'État, à la bande. J'ai envoyé un faux billet en mettant à histoire fausse, monnaie fausse. C'est prendre à la rigolade. Un jour aussi, c'est pareil, j'ai cassé moi-même mon propre jugement. J'ai fondé la cour non militaire universelle. En disant, ben voilà, j'ai fondé la cour non militaire universelle, il a cassé mon jugement. Alors c'est moi-même qui ai rendu le jugement, parce que j'en suis le président, et mes amis révisionnistes ont été les premiers. Et alors on a fait tout un jugement, et que alors, j'ai écrit ça à l'état français, qui m'aurait établi, je sais plus trop, 10 000 euros, je ne sais pas pourquoi, voté. Et alors, je leur ai dit, bon d'accord, vous allez me dire que cette course, c'est pas légal. Je leur ai dit, mais si, en 1945, vous avez fait Nuremberg, vous l'avez créé à partir de rien. C'est les vainqueurs qui jugent les vaincus. Ben, moi, je me juge moi-même, j'ai le droit, pourquoi pas. Et j'ai fait un parallèle entre le statut du tribunal de Nuremberg et le statut de la cour non militaire universelle. Je me suis amusé, ben voilà, j'ai cassé mon jugement, donc je ne vous dois plus rien. Mais j'ai dit, faites attention, hein, si vous me réclamez, je fais une nouvelle cour qui vous condamne à la pendaison. Hein, ça se peut faire aussi. Voilà, oui, donc il faut s'amuser. Et puis, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous remercie en tout cas d'être venu. J'ai pas pu emmener de livre parce que naturellement, quand je suis parvenu en Belgique, pour l'instant, j'ai rien, mais s'il y a des gens qui veulent mes coordonnées, je pourrais leur donner. J'ai une boîte email. Voilà, je serai en contact. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, Voilà, je pense que c'est une illustration de la façon dont on peut défendre la liberté d'expression aujourd'hui en France. Parmi nous, il y a des gens qui font des conférences à droite, à gauche, n'hésitez pas à visiter Vincent. Oui, il met de l'animation et en général, peut-être que la presse va en parler, peut-être que vous pourrez vous faire votre pub, à mon avis, assez facilement, comme d'ailleurs, il me semble que Dieudo l'a fait aux Zénith avec Florisson. Ça marche très bien. Quand je suis allé en Iran, à la fois, je leur ai dit, écoutez, invitez Florisson, vous allez voir, avec un minimum de moyens, vous avez un maximum de résultats. Donc ça fonctionne. Évidemment, il faut donc payer, hein, la liberté sera... Oui, mais à quel prix? Bon, le prix, on le sait. C'est quoi? C'est 10 000, 20 000, 15 000, 100 000 parfois, 300 000 euros, ou un an de prison. Bon, il faut être prêt à le payer. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à le payer, et je pense que quand il y aura 5, 10, 15, 20, 30 personnes en France, peut-être que cette loi explosera. Moi, je dois vous dire que l'un de mes buts sur cette terre, l'une de
mes missions, si on peut dire, dont je me sens investi, d'une certaine façon, c'est de faire exploser cette loi scélérate et liberté. Voilà. Et je ferai tout, en particulier, je commencerai cette année de manière très méthodique pour la faire exploser. Et je ne serai pas le seul. Donc, il faut bien savoir que maintenant, cette loi Guesso, on l'a en ligne de mire et qu'elle n'en a plus, Inch'Allah, que pour quelques années au maximum. Voilà. J'ai juste trois réflexions rapides qui me viennent à l'écoute de Renoir. C'est bon, la liberté d'expression, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Ça, c'est fait pour la culture, mais on peut l'appliquer pour ça. Il y a un autre proverbe qui dit dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie s'écosse toujours. On est exactement dans le même créneau. Hein. On noie le discours dans un torrent de n'importe quoi, de carré VIP, etc. Et on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus, c'est l'information. Vous savez que la mémoire télévisuelle, elle est de 15 jours. Moi, ce qui me turlupine, c'est en fait, quand on voit le monde occidental européen, son exemple complet en toute chose, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire l'économie, la musique, Hollywood, l'habillement, même la malbouffe, absolument tout. Sauf la liberté d'expression. C'est quand même bizarre. Parce qu'aux États-Unis, vous pouvez tout dire. Absolument tout. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été exporté, ou plutôt importé, par le lobby, par l'intelligentsia corrompue, plutocrate, parisianiste. C'est vrai que c'est bizarre. On a importé le Big Mac, on a importé le rap bling bling, on a importé les cochonneries yankees, sauf ça. Et Dieu sait que vous pouvez tout dire aux États-Unis. Vincent Renoir a fait 1 an de prison, ok. Servier, Jacques, a tué 2000 personnes, il est toujours en liberté. Vous allez me dire quel est le rapport? Ben écoutez, on a mis en prison un type pour avoir pensé quelque chose, plutôt écrit quelque chose, dit quelque chose, et on laisse en liberté un criminel de masse qui a tué déjà avec l'Isobéride, qui a tué 33 ans avec le Mediator. On parle de meurtre. Donc, factuellement, on peut constater, sans risque de se tromper, qu'il est plus grave en France de critiquer quelque chose qui s'est passé il y a 60 ans et qui intéresse peu de gens, à vrai dire. Là, actuellement, c'est plutôt les 300 € que les gens mettent d'essence dans la voiture pour aller bosser, pour gagner 1000 €. C'est ça les problématiques françaises actuelles. Bon, bref. Et donc, vous pouvez faire de la prison pour avoir écrit quelque chose au niveau historique et être libéré, voire négocier tout si vous avez tué 2000, 3000, 4000 personnes, sans oublier les malades. Bref. Pour finir, je voulais juste dire, donc voilà, le système judiciaire fonctionne très bien pour le carré noir, il ne fonctionne pas du tout pour le cas Serville. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. C'est-à-dire, la machine fonctionne, mais il y a des gens qui mettent des bâtons dans les engrenages. Et pour finir, on parle de liberté d'expression. Moi, je pense que on devrait l'intituler autrement. C'est la liberté de penser. Même, on vous interdira bientôt, c'est ce qu'ils sont en train de faire, de penser dans votre tête en secret. Sans le dire, vous allez avoir honte de penser quelque chose, peur de le penser. D'ailleurs, quand on parle, on regarde toujours ceux qui nous écoutent et on parle doucement et on baisse le temps. C'est quand même quelque chose de grave, c'est très grave. C'est très grave d'avoir peur de rien. Parce qu'ils sont rien en fait en face. C'est ça qui est pire. Ils ne sont rien. Donc voilà, j'en ai terminé. Si vous voulez poser des questions, on va faire tourner les micros. Karim, le micro qui est debout. Allô, je vous félicite pour votre action et j'aimerais savoir de quelle manière on peut vous aider. À vous tous, en fait, pour premier step sur Honor. À vous trois. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est à répondre la bonne parole d'abord, c'est-à-dire faites des blogs, informer le maximum, parce que l'esprit critique des gens tourne vite s'il n'est pas informé par des données. Donc il faut justement les informer. Moi, ce que j'ai fait avec les pétitions, c'était informer les gens. Notre ami Renoir, lui, il
les a informés d'une autre façon, hein, en faisant des brochures. Moi, je les ai informés sur le fond, c'est-à-dire sur l'existence de cette loi, par exemple. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de son existence. Même si maintenant on peut dire que tous les magistrats sont au courant, il y a eu une liste de 56 magistrats qui ont signé il y a quelques années un texte qui étaient opposés à cette loi. Enfin, j'ai juste tombé encore sur des avocats il n'y a pas si longtemps qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas l'existence de cette loi. Donc il faut le dire. Puis, il faut dire aussi que c'est important, parce que beaucoup de gens, jusqu'au carnet noir, c'est aussi la raison pour laquelle, au-delà du cadre humanitaire, que je m'en suis saisi, c'est parce que d'habitude on nous disait oui, mais cette loi Guesso, elle n'est jamais appliquée. Ça vous l'entendez systématiquement. Les gens disent oui, mais pas appliquer, c'est quelque chose quelques fous dans un coin qui vont payer 5 000 € et puis terminer. Là, c'est une loi quand même qui crée un délit historique. C'est-à-dire, il faut savoir que Renoir n'a pas été mis en prison parce qu'il est nazi. Il s'est déclaré, hein, je crois, national-socialiste, mais il n'a pas été emprisonné pour ça. Il a des opinions religieuses qui sont les siennes, qui sont assez radicales, je crois, il n'a pas été emprisonné pour ça. Il a été emprisonné pour une opinion historique. Chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire. Alors, il y a quelques pays européens où ça se passe. Il faut savoir qu'en Allemagne, ça encore une fois informer les gens, en Allemagne, il y a des gens comme Horst Mahler, par exemple, qui a pris 12 ans de prison. Il a écopé de 12 ans de prison. Zündel a écopé, je crois, 6 ans de prison. Sylvia Stolz, un avocat allemand, a pris 4 ans. Et elle a pris 4 ans pourquoi? Parce qu'elle a défendu son client en utilisant les arguments de son client qui était réligioniste. Elle les a donc à la barre développés et elle n'avait pas le droit de le faire, donc on l'a emprisonnée en tant qu'avocat. C'est pour vous dire à quel point on vit dans un monde de fous, et quand on le dit aux gens, ils ne le croient pas. Donc je pense qu'il faut diffuser ces petites anecdotes, qui n'en sont pas, évidemment, pour les gens qui les vivent, et qui ne sont pas connues du grand public. Et je crois qu'il faut commencer par ça. Et là, ça peut faire réfléchir. Maintenant, il y a peut-être d'autres initiatives. Non, c'est aider, c'est informer. D'abord, il faut s'aider soi-même, hein, il ne faut pas nous aider à nous. Il faut informer. Si on informe le maximum de personnes, nous, on sera fort. On sera fort, les gens vont recevoir le message, vont comprendre que leur liberté est en jeu. Ce n'est pas la liberté de Renoir, là, il est en train de vous expliquer que c'est votre liberté qui est en jeu. Vous n'allez plus pouvoir dire ce que vous voulez, c'est grave. Vous savez, vous pouvez discuter comme ça au travail, et un type du boulot, il vous attaque. Il y a des témoins et vous allez vous retrouver en prison. C'est une affaire grave, c'est très sérieux. Donc il faut informer les gens, qu'ils sachent. Parce que les gens sont ignorants, hein. Vous savez, ils travaillent énormément, c'est le principe de cette société dégénérée, c'est la tête dans le guidon, hein, c'est ne rien comprendre, ne rien faire. Boulot, stressé, voiture, embouteillage, on n'a pas le temps physiquement, concrètement, de se renseigner sur tout ça. Et voilà, discussion de famille, même si on passe pour un fou, ben, discussion de famille, on calme tout ça, on s'impose, on impose cet ordre dans le désordre. Il faut que les gens se disent, non, non, c'est vrai, ouais, bon, ça existe. Et après, ça mûrit, ça germe. Mais il faut informer notre entourage, c'est notre seule chance de salut. Il faut leur dire une chose très simple, c'est que la loi Guesso, elle est fondée sur le tribunal militaire, déjà sur un tribunal militaire de Nuremberg, donc qui est considéré comme un dogme intangible qu'on ne peut pas contester. Tribunal militaire. Déjà, si vous dites aux gens que la justice militaire, la musique militaire est à la musique, immédiatement ils tendent l'oreille parce qu'ils se disent tiens, c'est vrai, un tribunal militaire, nous sommes obligés d'écouter ce que dit un tribunal militaire il y a 50 ans. Et dans ce tribunal militaire, il y avait des articles de loi, en particulier un article du statut de ce tribunal qui disait qu'il n'était pas tenu par, je crois, la réception de preuves, c'est-à-dire que les faits qui étaient de notoriété publique n'étaient pas approuvés par ce tribunal. Autrement dit, ce tribunal militaire se contentait du on-dit. On n'avait rien à prouver matériellement dans ce tribunal. Voilà, alors il y a beaucoup de choses à dire, il faut travailler cette loi, hein, qui me semble, moi, la loi qui en France est la pierre angulaire du politiquement correct. C'est à partir de cette loi qu'on peut travailler le système, qu'on peut faire en sorte de contester frontalement le système. Parce que tout repose dessus en réalité. Même des gens qui ne la connaissent pas sont de manière dégradée par ricochet influencés par cette loi.
C'est pour ça qu'il y a eu les lois de l'État, c'est pour ça qu'il y a eu toutes les lois mémorielles, c'est pour ça que des gens s'empêchent de parler. De fil en aiguille, cette loi est devenue, je dirais, le point central, le cœur du réacteur atomique de notre société contemporaine. Et il faut faire exploser tout ça. Voilà.